Alors, salam alaikum, wa shalakum labas, inshallah tkounou labas. Bonjour tout le monde, bonjour mes amis dans cette nouvelle présentation live. On est toujours en retard, bien sûr, vous savez, ça toujours, pourquoi? Parce que toujours, je ne sais pas pourquoi, les problèmes techniques arrivent dans la dernière minute, je ne sais pas pourquoi. Alors, bien sûr, on va pas prendre beaucoup de temps pour commencer. Alors, c'est notre pratiquement troisième séance comme présentation live parce qu'on a commencé d'étudier le milieu intérieur. On doit, bien sûr, on doit, parce qu'on a commencé d'étudier le milieu intérieur comme sodium, potassium, calcium et tout. On a commencé par l'hyponatrémie, on a fait l'hypernatrémie. Je pense que c'est le moment pour faire la calémie, d'accord? Pourquoi l'intitulé de la présentation, j'ai mis ne jouez jamais avec le potassium? Parce que finalement, le potassium, il est dangereux. D'accord? Il est très dangereux. S'appelle K, veut dire killer, veut dire il peut tuer. D'accord? Tueur. Alors, il faut jamais jouer avec le potassium. Et bien sûr, pour jouer correctement avec le potassium, il faut le bien connaître bien le potassium, bien sûr, pour pouvoir jouer en toute sécurité avec le potassium. D'accord? Alors, c'est l'objectif de cette présentation aujourd'hui, c'est avoir une idée pour les gens qui n'ont pas encore cette idée que le potassium est dangereux et savoir pourquoi le potassium est dangereux et bien sûr comment bien sûr prendre un malade prendre en charge un malade qui présente bien sûr une dyscalémie. Quand on dit une dyscalémie, veut dire soit une hypocalémie, hein, soit un hypercalémie. D'accord? Alors on commence bien sûr sans retard. Tout d'abord, on doit connaître le potassium. Pratiquement c'est le cation le plus important dans le milieu intracellulaire. D'accord? Sa concentration, elle varie entre 120 hein, jusqu'à 140 hein, millimoles par litre en intracellulaire. D'accord? En intracellulaire. C'est pour ça que c'est le cation le plus important dans le milieu intracellulaire. Par contre, le milieu extracellulaire, sa concentration, elle varie entre 3,5 jusqu'au 5 millimoles par litre. C'est très peu. D'accord? C'est très peu. Alors, on a dit la dernière fois que le sodium, sa concentration allait entre 130 ou de la 135 jusqu'à 145 en milieu extracellulaire et beaucoup moins au milieu intracellulaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que le sodium en extracellulaire, surtout, il garde la volémie en extracellulaire. D'accord? C'est pour cette raison que la concentration du sodium elle est très élevée en milieu extracellulaire pour qu'il garde l'eau en extracellulaire. Et bien sûr, la concentration du potassium, elle est élevée en intracellulaire. Pourquoi? Bien sûr, pour garder ou là pour gérer ou là pour générer ce qu'on appelle le potentiel de repos. D'accord? Le potentiel de repos veut dire l'électricité du cellule. D'accord? Alors, le potassium, il est responsable du potentiel du repos, alors que le sodium, il est responsable, ou là, il sert à maintenir le liquide, ou l'état, une bonne hydratation du milieu extracellulaire. Alors, pourquoi le potassium en extracellulaire, il est à 140, et pourquoi le sodium, platon intracellulaire, il est à 140, et en extracellulaire, elle est à juste 3 à 4, et le contraire pour le sodium. Tout ça, c'est grâce à la pompe qui consomme de l'ATP. C'est une pompe ATP, c'est le pompe NA ATP, NAK ATPase. Veut dire elle consomme de l'ATP, elle consomme de l'énergie. Veut dire ce transport, c'est un transport actif, d'accord? C'est un transport actif entre le milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire, d'accord? Qu'est-ce qu'on constate? On constate toujours une élimination de 3 molécules de sodium en intracellulaire et bien sûr, une entrée de 2 molécules, bien sûr, de potassium en intracellulaire. C'est grâce à cette pompe que toujours le potassium en intracellulaire il est très important et que le sodium en extracellulaire il est très très important. Bien sûr, ça c'est la notion de base que vous devez bien sûr apprendre par cœur, hein, bien sûr pour pouvoir bien sûr comprendre, bien sûr pour pouvoir comprendre la suite. D'accord? Alors. Le potassium. Le potassium, bien sûr, la majorité, on a dit qu'il est en intracellulaire. D'accord? Alors, 98% plutôt du potassium, elle est en intracellulaire. D'accord? Et juste 2%
de potassium, il existe dans le milieu extracellulaire. D'accord? Alors, ces 2%, elle ne suffit pas, bien sûr. Elle reflète, c'est la calémie, elle reflète juste cette 2%. C'est pour cette raison, la calémie, elle ne reflète pas le stock total en potassium. D'accord? Alors, si on peut essayer de répartir cette 98% du potassium en intracellulaire, on le trouve 77%, d'accord, dans les muscles. Elle est riche en potassium. On trouve 9% dans les os, d'accord. On trouve 7%, bien sûr, dans le foie. Et on trouve pratiquement 7% dans les globules rouges, d'accord. Alors, bien sûr, l'ensemble de ça, il donne le 98, bien sûr, bien sûr, de calémie, surtout au milieu, bien sûr, intracellulaire. Alors, les entrées en général, les entrées pratiquement 60 à 120 millimoles par 24 heures se forment alimentation pure, hein, d'accord, soit le banane, soit les fruits secs, soit l'essentiel, 60 à 100 millimoles par 24 heures sont les apports quotidiens du potassium. Et bien sûr, une sortie, deux voies de sortie, 90% au niveau rénal et juste 5 à 10% au niveau digestif. D'accord? Alors, bien sûr, le rein, il excrète pratiquement 90% du potassium, bien sûr, ingéré. Et les selles, d'accord, elles excrètent ou elles assurent une sécrétion de pratiquement de 10%, bien sûr, de potassium, bien sûr, ingéré. Alors, le corps, il garde la quantité qu'il a besoin. D'accord? Très excellent. Alors, qui assure au niveau rénal, qui assure cet équilibre ou ces sorties du potassium? Qui fait ça? On va voir. Le rein, l'unité fonctionnelle du rein, vous la connaissez tous, c'est le néphron, d'accord? Le néphron. Le néphron, c'est l'unité fonctionnelle, bien sûr, au niveau rénal. Alors, il assure une sécrétion de 90% des entrées du potassium. Pratiquement, l'urine primitif qui contient 600 à 700 millimoles par jour du potassium filtré par jour, hein, d'accord? C'est pas les entrées c'est autre chose, d'accord? On constate une réabsorption de 60 à 65% au niveau du tube contourné proximal, et on constate une réabsorption de 25 jusqu'à 30% au niveau du tube contourné distal, d'accord? Et on voit juste une petite réabsorption de 5% au niveau du tube collecteur. C'est à ce niveau-là qu'il y aura bien sûr, une sécrétion finale, d'accord, du potassium, ou la concentration finale des urines en potassium. Veut dire, si la personne elle est en manque en potassium, bien sûr, 7-5%, elle va pas être sécrétée. Si l'être humain il est en surcharge en potassium, bien sûr, 7-5%, elle va s'éliminer, bien sûr, au niveau du tube collecteur, bien sûr, sous l'action de quoi? Sous l'action de l'enzyme l'aldostérone. D'accord? Excellent. Est-ce que c'est clair, mes amis? C'est très important de connaître ça pour qu'on puisse, bien sûr, pour pouvoir continuer. D'accord? Alors, on voit qu'il y a une pratiquement filtration de 600 à 700 millimoles par jour. Il y a une sécrétion de pratiquement de 90 millimoles par jour. D'accord? Au niveau rénal, bien sûr. D'accord? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? C'est très important, mes amis, d'apprendre ça et de comprendre ça pour pouvoir continuer. Parce que si vous ne pouvez pas maintenant concentrer avec moi, vous allez vous trouver perdu. D'accord? Est-ce que c'est clair? J'attends vos réponses. Est-ce que c'est clair? D'accord? On a parlé que les entrées, les sorties, les entrées sous forme alimentation, les sorties sous forme dans les urines, 90%, 5%, 10% dans les selles, d'accord? Est-ce que c'est clair? Parce que les choses vont commencer à se compliquer, hein, d'accord? Ça c'est rien. Alors, est-ce que c'est clair? Ça c'est la physiologie, hein? Ça c'est juste la physiologie, d'accord? Alors on va entamer bien sûr maintenant notre chapitre, ou là, notre principe, hein, ou là, notre
comment dire, l'essentiel dans ce cours-là, c'est la dyscalémie. D'accord? La dyscalémie, quand on dit dyscalémie, veut dire soit une hypocalémie, d'accord? Soit une hypercalémie. D'accord? Quand on dit hypocalémie ou bien hypercalémie, bien sûr, c'est le potassium de le sang. D'accord? Est-ce qu'il est bas? Est-ce que la concentration elle est basse ou bien elle est élevée? Si elle est basse, ça s'appelle hypocalémie. Si elle est élevée, ça s'appelle bien sûr une hypercalémie. Excellent. Alors, on va commencer par l'hypocalémie. L'hypoca. Alors, vous connaissez maintenant que la concentration du potassium au milieu extracellulaire, elle reflète juste 2% bien sûr, du stock en potassium. La calémie, elle est autour de 3,5 jusqu'aux 5 millimoles par litre. Votre ionogramme, d'accord, votre ionogramme va montrer un chiffre. S'il est entre 3,5 et 5, c'est une calémie normale. Si elle est inférieure à 3,5, ça s'appelle une hypocalémie. Si elle est plus de 5 millimoles par litre, ça s'appelle une hypercalémie. D'accord? Excellent. Par contre, il faut toujours vérifier, il faut toujours éviter ce qu'on appelle les fausses hypocalémies. Comme celle du fausse hypernatrémie, fausse hyponatrémie, je ne sais pas et tout, d'accord? On a quelques situations où on a une fausse hypocalémie. Une fausse hypercalémie, c'est connu. C'est un garrot, un bilan sur un garrot, un prélèvement plutôt sur un garrot, je sais pas, un patient qui reçoit une quantité ou là, une transfusion massive, d'accord? Par contre, une fausse hypocalémie, il paraît un peu bizarre, non? Finalement, non, d'accord? Alors, on voit cette hypocalémie dans deux situations. Chez les malades leucémiques, d'accord? Chez les malades leucémiques qui est présente ou qui est dans le bilan, dans la formule sanguine, dans le FNS, on trouve une hyperleucocytose sévère, très importante, à 20 000, à 60 000, à 100 000, c'est leucémie, d'accord? C'est la leucémie aiguë, d'accord? C'est la leucémie, on voit bien sûr un nombre très très important et très sévère du globule blanc. Alors qu'est-ce qu'on va constater? Le potassium, bien sûr, va entrer du milieu du plasma vers à l'intérieur. Et ça va générer, bien sûr, une hypocalémie. Finalement, c'est une fausse hypocalémie, c'est pas vrai. Bon, est-ce qu'elle entre ou non? Je sais pas, est-ce qu'elle entre dans les globules blancs ou non? Ça, j'en sais pas. Est-ce que l'appareil, elle se trouve perturbée devant ce nombre très élevé de globules blancs, alors il donne un chiffre faux. Exactement, j'en sais pas. Par contre, dans la leucémie aiguë, on constate une fausse hypocalémie, veut dire les malades ils présentent une hypocalémie. Alors si vous avez bien sûr la réponse, n'hésitez jamais. La deuxième situation, si on laisse un prélèvement sanguin sur le paillasse pendant longtemps, on trouve après une hypocalémie. D'accord? Veut dire, ce prélèvement, il attend la centrifugation, bien sûr, pour faire l'ionogramme. Ça va, bien sûr, ça va montrer une hypocalémie. Et cette hypocalémie, c'est une fausse hypocalémie. Pourquoi? Parce que le prélèvement est resté longtemps sur le paillasse. Il attend, bien sûr, la centrifugation. D'accord? Alors, mon prélèvement, mon ionogramme, ou mon hypocalémie, c'est une vraie hypocalémie. Veut dire, le malade elle n'est pas leucémique et le malade et aussi le prélèvement n'est pas resté longtemps avant la centrifugation. Alors, mon hypocalémie, c'est une vraie hypocalémie. Alors, c'est une hypocalémie à 3,5. D'accord? Une hypocalémie à 3,5. D'accord? Entre 3,5 et le 3, et entre le 3 et 2,6. D'accord? Alors, ça c'est entre 3,5 et 3, c'est une hypocalémie qui est légère. Entre 3 et le 3 et 6 et 2 et 6, ça c'est une hypocalémie modérée. Inférieure à 2,6, c'est une hypocalémie sévère. D'accord? C'est une hypocalémie ici modérée. Entre 3 et 2,6 et inférieur à 3,6, inférieur à 2,6, ça c'est une hypocalémie sévère. D'accord? Plus entre 3 et 3,5, c'est une hypocalémie modérée. D'accord? Est-ce que c'est clair, mes amis? Je pense et j'espère que oui. Très bien, alors j'ai une hypocalémie. J'ai une hypocalémie, par exemple, à 2,7. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour voir l'étiologie de cette hypocalémie? D'accord? Et pour voir aussi comment traiter cette hypocalémie. Et avant de parler de
comment savoir comment trouver l'étiologie de cette hypocalémie ou bien comment traiter cette hypocalémie, on doit savoir quelles sont les conséquences de cette hypocalémie. Je veux dire, mon malade présente une hypocalémie. Quels sont les symptômes? Cliniquement, comment je peux déduire que mon malade il a probablement une hypocalémie. D'accord? Alors, les premiers symptômes, d'accord, ce sont les symptômes graves. Qu'est-ce qu'on a dit avant? Que le potassium il se trouve dans les muscles, d'accord? Surtout dans les muscles. On a parlé de 77% dans les muscles. Quels sont les muscles? Bien sûr, le cœur, surtout, et les muscles lisses, et bien sûr, et les muscles squelettiques. D'accord? Alors, si on part du cœur, les premiers symptômes vont apparaître, bien sûr, sur le cœur. Et c'est ça la gravité de cette hypocalémie. Parce que les symptômes de cette hypocalémie, elle va apparaître sur le cœur. Le cœur, il va vous dire, je souffre, d'accord, de cette hypocalémie. Et c'est ça l'origine de la gravité de l'hypocalémie. Et c'est pour cette raison, on a bien dit, on a choisi le titre de ne pas jouer avec le potassium. D'accord? Alors, quelles sont les cliniques? Bien sûr, quels sont les symptômes? Le malade, bien sûr, il va montrer certains signes électriques. Quels sont ces signes électriques qu'on peut les voir sur un malade qui présente une hypocalémie? Alors, quels sont ces signes? Ils sont connus finalement. Attention, avant de commencer de signes, les signes ou les troubles de rythme sont finalement, bon, peut-être juste un allongement de PR, un sous-décalage, inversion de volonté, il paraît que c'est pas vraiment grave. Par contre, chez les malades, chez un patient qui présente une cardiopathie ischémique, une hypocalémie, elle peut être fatale. Chez un malade qui présente une hypertrophie du ventricule gauche, ou là une hypertrophie du ventricule gauche, cette hypocalémie, elle est fatale. Si votre malade il est sous-digitalique, sous digoxine, cette hypocalémie, elle est fatale. Si votre malade est présente sur un ionogramme, une hypercalcémie, ça, c'est un malade qui est à risque. C'est une hypocalémie qui peut provoquer, bien sûr, un grand problème qui peut mettre en jeu le pronostic vital de votre patient. Alors, attention, aussi, si votre malade il a une hypocalémie et il a une parallèle, une hypomagnésémie, ça va passer rapidement vers ce qu'on appelle torsade de pointe et ça, c'est très grave. Torsade de pointe, c'est un trouble de rythme qui est fatal et qui peut tuer votre malade. C'est pour cette raison, ne jouez jamais avec le potassium. Ok? Alors, quels sont ces signes électriques? Alors, on constate initialement, voilà un ECG, ou bien on constate généralement un allongement de l'espace PR, plus de 0,2, d'accord, qui est normal, d'accord. Et bien sûr, ces signes électriques vont s'aggraver en fonction de la sévérité de l'hypocalémie, d'accord. Après, si la calémie est plus basse, on va voir un sous-décalage du segment ST, d'accord. Et bien sûr, ce sous-décalage du segment ST, il va toucher certaines dérivations, bien sûr, c'est pas toutes les dérivations qui va être touchées par cette bien sûr par cette sous-décalage. Il va toucher le V1, le V2 et le V3, d'accord. Et aussi voilà une dégression, un sous-décalage au niveau de V1 jusqu'au V3. D'accord, V1, le V2 et le V3 et jusqu'au le D2, d'accord. Je veux dire, on va voir un sous-décalage, surtout dans ces dérivations, le V1, le V2, le V3 et le D3, d'accord. On va voir, bien sûr, une inversion de l'onde de T, après, d'accord. Et après, on va voir ce qu'on appelle une apparition de l'onde U, d'accord. Cette onde U, finalement, c'est quoi? Cette onde Q, on va essayer de voir cette onde Q. On a une onde U qui s'appelle une onde physiologique, d'accord. On a l'onde U physiologique, c'est comme ça. Voilà le T, voilà le QRS, on a le sous-décalage, voilà le ST qui bien sûr qui ont sous-décalage, voilà le T qui est inversé et on a l'onde U, d'accord. Ça c'est
en cas de l'hypocalémie. On a une onde U physiologique. Comment on a trouvé cette onde U physiologique? Voilà, on le voit comme ça. On voit un T, un grande, bien sûr, onde T et une petite onde ici. D'accord? Cette petite onde, c'est l'onde U. Ça, c'est une onde U qui est physiologique, on peut la voir en V1 et en V2. D'accord? Ça, c'est l'onde U physiologique. D'accord? En cas hypocalémique, qu'est-ce qu'on va constater? On va constater une augmentation de cette onde U physiologique en V1 et en V2. D'accord? Après, cette onde, elle va, bien sûr, elle va s'agrandir, elle va devenir comme ça. Bien sûr, en association avec le sous-décalage, voilà l'ancien, l'inversion de l'onde T, et on voit une grande onde ample qui s'appelle le onde U. D'accord? Voilà, ça c'est une onde pathologique. Pourquoi elle est pathologique? Parce qu'elle est plus grosse par rapport à l'onde T. D'accord? Et aussi, on peut la voir en V3 et en D2. D'accord? Alors, une grande onde U en V2 ou là en D2 et V3, d'accord? Ça signifie une hypocalémie. Bien sûr, il va pas, le signe ou le tracé, il va pas rester dans cette situation. Il va montrer d'autres troubles du rythme, par exemple une tachycardie supraventriculaire, par exemple fibrillation auriculaire, une tachycardie sinusale, bien sûr trouble du rythme ventriculaire, par exemple les extrasystoles ventriculaires, les tachycardies ventriculaires et finalement par la fibrillation ventriculaire et bien sûr le décès. D'accord? Vous voyez alors c'est quoi la gravité de cette hypocalémie et qu'est-ce que ça veut dire? Ne jouez jamais avec le potassium. Le potassium veut dire directement l'électricité du cœur. Et quand on dit électricité du cœur, on dit systématiquement un trouble de rythme. Et quand on dit un trouble de rythme, on dit systématiquement le pronostic fatal. Il est bien sûr il est mis en jeu, surtout chez les malades qui présentent les cardiopathes et tout. D'accord? J'espère que c'est clair. Hein? Et c'est ça l'origine de la gravité de cette pathologie. Le microphone, il y a un problème ici? Il y a un problème dans le mic. Bon, je vais essayer de l'enlever carrément. Et comme ça, mes amis, est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair comme ça? Est-ce que le son est clair? Maintenant, comme ça? Est-ce que c'est clair maintenant? J'espère que oui, hein. Je pense que oui. J'ai quand même quelques réponses qui disent oui. Très bien. Alors, cette hypocalémie, on a dit qu'elle peut provoquer, bien sûr, le décès surtout par les troubles de rythme, hein, qui est bien sûr le problème majeur. Alors, on peut avoir une hypocalémie inférieure à 3 sans signe électrique. D'accord? Il paraît bizarre, non? Il paraît bizarre une hypocalémie sans signe électrique. Bon, finalement, ça existe. Ça existe quand? Chez les malades qui présentent une hypocalémie chronique, d'accord? Chez les malades qui présentent tout le temps une hypocalémie, d'accord? Pendant longtemps. Alors, le rapport entre le potassium en intracellulaire et le extracellulaire, il est toujours conservé. C'est pour cette raison, on ne constate pas des signes électriques sur le CG. Et ça s'appelle une hypocalémie chronique, hein, d'accord? Et ça s'appelle, bien sûr, une hypocalémie chronique qui ne se manifeste pas avec des signes électriques, hein, d'accord? Mais se voit uniquement chez les malades qui présentent une ancienne hypocalémie à long cours. D'accord? Ils traitent toujours pour une hypocalémie, d'accord? Excellent. Alors, quels sont les autres signes maintenant? On a parlé des signes cardiaques, hein, qui sont les signes les plus majeurs et les plus graves. On parle maintenant des signes musculaires, parce que le potassium, il est toujours en intracellulaire, les 70% dans les muscles. Hein. On a parlé des muscles du cœur, ou là, le muscle du cœur, et maintenant on parle du muscle strié, veut dire les muscles squelettiques. Alors, une hypocalémie, elle peut se manifester par une paralysie. Elle peut manifester par une fatigue intense.
D'accord? Et on voit ça surtout chez les malades qui présentent une maladie qui s'appelle paralysie familiale, hein, qui est paralysie familiale, hein, paralysie familiale. Oui, et c'est une paralysie familiale. C'est une maladie périodique, voilà, paralysie périodique familiale. C'est une pathologie, bien sûr, génétique. Chez ce genre-là des patients, là, chez ces malades, qu'est-ce qu'on constate? On constate une paralysie, une paralysie des membres inférieurs, puis une paralysée du tronc, hmm, puis une paralysée du diaphragme, et peut-être ça va finir par une insuffisance respiratoire aiguë, et ça peut aller jusqu'à l'intubation. D'accord? Alors, elle est secondaire à quoi? Elle est secondaire à une hypocalémie. Et cette hypocalémie, elle est venue d'où? Cette hypocalémie, si le malade, il prend par exemple du glucose, bien sûr, ça va stimuler la sécrétion de l'insuline. Bien sûr, l'insuline, qu'est-ce qu'il va faire? Bien sûr, il va entraîner un entrée du potassium en intracellulaire et va provoquer une hypocalémie. Cette hypocalémie, elle va provoquer cette paralysie. D'accord? Excellent. Alors, on parle maintenant des conséquences de cette hypocalémie sur les muscles lisses. Quand on dit muscles lisses, les muscles, bien sûr, du côlon. D'accord? Les muscles du côlon, voilà. Et ça va manifester par ce qu'on appelle une constipation. D'accord? Une constipation, elle est secondaire à quoi? Elle est secondaire à ce qu'on appelle l'élius paralytique. C'est quoi l'élius paralytique? Les muscles ne fonctionnent pas. Les muscles du côlon, c'est les muscles lisses qui assurent le mouvement qui assurent les mouvements, bien sûr des matières fécales à travers le côlon. Bien sûr, cet élius, c'est une paralysie, bien sûr, et cette paralysie va entraîner une constipation. C'est pour cette raison, chez les malades cardiaques sous l'azélix pendant longtemps, de temps en temps, ils parlent d'une constipation chronique. Alors, la première chose à faire, ou la pensée à faire, c'est de faire un ionogramme à la recherche d'une hypocalémie. D'accord? Pourquoi? Parce que cette hypocalémie, elle va entraîner cette constipation, et on sait maintenant pourquoi. D'accord? Alors, d'autres conséquences, on a parlé des conséquences de l'hypocalémie sur le cœur, sur les muscles squelettiques, sur le système digestif ou bien les muscles lisses, et sur le rein. D'accord? Et quand on dit sur le rein, on parle bien sûr d'un désordre métabolique. D'accord? Alors, l'hypocalémie, elle entraîne quoi? Elle entraîne une alcalose métabolique. D'accord? Alors, cette alcalose métabolique, c'est une conséquence ou bien c'est une cause? Est-ce que cette alcalose métabolique, c'est une conséquence d'une hypocalémie ou bien c'est une cause d'hypocalémie? Finalement, les deux. L'alcalose métabolique, c'est une conséquence à l'hypocalémie et l'hypocalémie, c'est une conséquence à l'alcalose métabolique. D'accord? Comment ça? Et concentrez avec moi, bien sûr, pour pouvoir comprendre bien. Alors, l'alcalose métabolique, quand on dit alcalose métabolique, veut dire on a un excès de HCO3-, on a un excès du bicarbonate de le sang. C'est ça l'alcalose métabolique. D'accord? Alors, on parle tout d'abord on parle initialement de l'hypocalémie. Comme si l'hypocalémie, c'est la cause de l'alcalose. Alors, j'ai une hypocalémie. Cette hypocalémie, elle va générer quoi? Elle va déclencher ce qu'on appelle l'ammoniogénèse. Voilà, l'ammoniogénèse. D'accord? L'ammoniogénèse en intracellulaire. Alors, cette ammoniogénèse, elle va générer des protons, veut dire des H+, d'accord, en intracellulaire. Alors, l'élimination de ces ions H+, de ces protons du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire, va entraîner bien sûr une entrée d'une molécule, bien sûr du potassium en intracellulaire. D'accord? Du milieu extra vers l'intra, à travers une pompe qui assure ça. Veut dire, elle fait sortir le H+, il fait entrer le potassium. Et ça va donner quoi? Ça va donner l'hypocalémie. D'accord? Excellent. Maintenant, comment l'alcalose métabolique est une cause de l'alcalose métabolique? Alors, j'ai dit que l'alcalose métabolique
c'est l'excès du HCO3- du bicarbonate dans le sang. D'accord? Alors, le rein, qu'est-ce qu'il va faire? Il va éliminer de ces bicarbonates en excès. D'accord? Alors, il va éliminer ces bicarbonates en excès, se forme bicarbonate du sodium et se forme bicarbonate du potassium. D'accord? Et cette élimination du, bien sûr des bicarbonates se font bicarbonate du potassium, ça va bien sûr entraîner une perte de potassium et cette perte de potassium, elle va donner une hypocalémie. Est-ce que c'est clair? J'espère que oui. Alors, l'hypocalémie, c'est une cause de l'alcalose métabolique et l'alcalose métabolique et respiratoire, c'est euh, c'est une cause voilà, de l'hypocalémie et l'alcalose, c'est une conséquence aussi métabolique, c'est une conséquence de l'hypocalémie. D'accord? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? J'espère que oui. Alors, toujours sur les conséquences, on a dit les conséquences cardiaques, les conséquences digestives, les conséquences musculaires maintenant, et les conséquences rénales plutôt. Les conséquences rénales, on a parlé de désordre métabolique lié à l'alcalose métabolique et deuxièmement une néphropathie interstitielle chronique. Cette néphropathie interstitielle chronique, c'est une maladie qui touche les reins, d'accord? Chez les malades qui présentent une hypocalémie à longtemps, chronique à longtemps, d'accord? Ils vont alors vont développer, bien sûr, cette pathologie liée à la néphropathie interstitielle chronique, d'accord? Elle se manifeste par quoi? Elle se manifeste par une polyurie, hein, et une polydipsie. D'accord? Bien sûr, on ne va pas concentrer sur ça, sinon on va sortir du sujet. D'accord? Conséquences cardiaques, surtout sur le rythme cardiaque. Conséquences musculaires, c'est la paralysie musculaire. Conséquences digestives, c'est surtout les lyses paralytiques. Conséquences rénales de l'alcalose métabolique et la néphropathie interstitielle chronique. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair ou non? Si c'est clair, très bien. Si c'est pas clair, hein, on doit peut-être voir d'autres choses. Alors, avant de passer, bon, c'est l'alcalose qui donne une hypocalémie. Et le contraire n'est pas vrai. Tu dois revoir ça, d'accord? Des questions avant de passer la deuxième étape, l'étiologie de l'hypocalémie. Si vous avez des questions, parce qu'apparemment, les choses vont se compliquer. Alors, restez concentrés. Et si vous avez des questions, on va essayer de l'éclaircir maintenant. Alors oui, il a dit que l'hypocalémie est une conséquence d'alcalose. Et au contraire, l'alcalose est une conséquence d'une hypocalémie. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. D'accord? Et on a expliqué ça. D'accord? Que l'alcalose métabolique et respiratoire donne l'hypocalémie. L'hypocalémie, elle donne l'alcalose métabolique. D'accord? Est-ce que c'est clair? Je pense que c'est clair, hein? On passe, très bien. On passe maintenant à l'étiologie. L'étiologie, ou bien, quelles sont les causes de cette hypocalémie? J'ai une hypocalémie, alors comment je peux trouver l'étiologie de cette hypocalémie? D'accord? Alors, c'est simple. Pour être toujours, bien sûr, dans le bon raisonnement, quand on dit une hypocalémie, ça veut dire quoi? Ça veut dire soit le problème il est dans les apports, ou là le problème il est dans l'apport potassique journalier, ou bien dans les sorties du potassium, ou bien ce qu'on appelle un transfert, hein, du potassium entre les deux milieux intracellulaires et extracellulaires. La sortie du H, pourquoi elle ne provoque pas une acidose? La sortie du H, elle va bien sûr, la sortie, c'est ça parce que finalement, c'est ça va la sortie de l'alcalose. Regarde, l'aminogénèse, voilà. L'aminogénèse, elle génère des H+, d'accord? Ces H+, elle va sortir, hein, bon, c'est un système tampon, n'oubliez pas ça, d'accord? Elle va sortir au milieu extracellulaire, d'accord? Et va bien sûr retrouver
quand même un HCO3 moi qui attend, d'accord, pour tamponner cette acidose. Et c'est ça le rôle en général des tampons, d'accord? Alors, est-ce que la carence en Na cause l'hypoca par l'intermédiaire de l'aldostérone? On va arriver à ça, d'accord? Excellent. Alors, on a dit que soit on a un défaut d'apport, soit on a un problème au niveau des sorties du potassium, soit on a un autre problème, c'est ce qu'on appelle le transfert du potassium entre les deux compartiments intracellulaires et extracellulaires. D'accord? Alors, on commence par l'apport, un défaut d'apport du potassium. Un défaut d'apport, on le voit en général chez les malades malnutris. Hein. On les voit en général chez les malades qui présentent une anorexie mentale. D'accord? Une anorexie mentale. Le patient il ne reçoit pas la quantité nécessaire journalier ou bien la ration journalière entre 2 jusqu'à 4 grammes par jour du potassium. D'accord? Ou bien chez les malades en réanimation, parce qu'ils sont des fois la charge du travail, on ne met pas du potassium dans les flacons du sodium, dans les flacons du sérum salé et du glucosé, et bien sûr ça va générer avec le temps une hypocalémie. Veut dire le malade il ne reçoit pas la quantité nécessaire, la ration de base en potassium. D'accord? Ou bien chez les malades sous nutrition artificielle. D'accord? Sous nutrition artificielle, elle est très connue qui sont tombent généralement dans l'hypocalémie. Pourquoi? Parce que cette nutrition artificielle n'est pas riche en potassium et ça va provoquer bien sûr une hypocalémie. Alors, ça c'est un défaut d'apport. Alors c'est clair, mon malade c'est un malade de réa qui probablement ne reçoit pas correctement ses perfusions. Mon malade il a une pathologie psychiatrique, il présente une anorexie mentale. Peut-être hein, il ne reçoit pas la quantité nécessaire et suffisante. Mon malade, il est malnutri. Ça peut expliquer cette hypocalémie. D'accord? On passe maintenant la sortie du potassium ou bien on transfère. Qu'est-ce que vous préférez? Le transfert intra-extracellulaire ou bien on part du transfert mieux et on laisse les sorties à côté. D'accord? Le deuxième mécanisme qui peut expliquer cette hypocalémie, c'est le transfert du potassium entre les milieux intracellulaires et les milieux extracellulaires. D'accord. Quelles sont les causes? 1. L'insuline. L'insuline, il va entraîner bien sûr l'entrée du potassium du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire. D'accord? À travers, bien sûr, des cotransporteurs d'idées pour ça. D'accord? Alors, l'insuline, elle provoque l'entrée du potassium du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire. Et bien sûr, ça génère une hypocalémie. 2. Un malade sous catécholamine, ou bien les catécholamines, ou bien les bêta-adrénergiques. Quand on dit les bêta-adrénergiques, veut dire les molécules qui stimulent les récepteurs bêta. Quels sont? Par exemple, l'adrénaline. D'accord? L'adrénaline, il est venu d'où? Soit il est en perfusion, d'accord, exogène, soit il est endogène. Endogène, d'accord? Alors, on voit ça chez les malades qui présentent un phéochromocytome, d'accord? Les phéochromocytomes, c'est quoi? C'est une maladie qui provoque la sécrétion endogène des catécholamines, d'accord? Ces catécholamines, elle va entraîner de l'entrée du caplice du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire. Et ça provoque quoi? Ça provoque l'hypocalémie. D'accord? Alors, les malades aussi, par exemple, stressés, d'accord? Les malades stressés, hein, ça va sécréter, ou paniquer, ça va sécréter des bêta-adrénergiques ou bien des catécholamines. Ces catécholamines, bien sûr, elles vont entraîner l'entrée du potassium en extra vers l'intra et ça va provoquer l'hypocalémie. D'accord? Maintenant, exogène, un malade, par exemple, sur dobutamine, hein, sous drogue sous drogue ionotropositive, par exemple dobutamine, par exemple le dobutamine, l'adrénaline, hein, ça va provoquer quoi? Ça va provoquer l'entrée, bien sûr, du potassium de l'extracellulaire vers l'intracellulaire et ça va donner l'hypocalémie. D'accord? Alors, les bêta-adrénergiques, l'insuline, ou bien, j'ai oublié le salbutamol, hein, toujours dans
dans les molécules bêta-adrénergiques. Un malade asthmatique, alors attention, chez les malades asthmatiques plus diabétiques, qu'ils reçoivent l'insuline plus le salbutamol pour une crise d'asthme associée avec une hyperglycémie, hein, attention, l'hypocalémie. Hein. Ça peut tuer votre malade silencieusement. D'accord? Alors attention. D'accord? Demandez toujours un ionogramme, c'est chez ces malades. D'accord? Alors, et la quatrième situation, c'est ce qu'on appelle une forte stimulation de l'hématopoïèse. Finalement, c'est quoi ça? Une forte stimulation de l'hématopoïèse. On voit ça chez les malades, voilà, chez les malades qui reçoivent, bien sûr, de l'acide folique, hein, de l'acide folique plus le B12, ou bien chez les malades qui présentent leucémie, hein, d'évolution rapide, d'accord? Ça va provoquer, bien sûr, une entrée du potassium, hein, selon du milieu extra vers le milieu intracellulaire. Et troisièmement, chez les malades qui reçoivent un traitement, hein, par les facteurs de croissance, chez les malades qui présentent une neutropénie. D'accord? Ça va provoquer, bien sûr, une hypocalémie. D'accord? Par quel mécanisme? Par transfert du milieu extra vers le milieu intracellulaire. D'accord? Est-ce que c'est clair? J'espère que oui. Alors, cinquième situation, toujours du transfert, c'est la paralysie, hein, périodique familiale. La paralysie périodique familiale, on a dit que c'est une paralysie qui touche les membres inférieurs, puis le tronc, puis le diaphragme, d'accord? Et on voit cette paralysie suite à un effort, suite à un repas riche en glucose. Pourquoi riche en glucose? Parce que ça va stimuler la sécrétion de l'insuline. La sécrétion de l'insuline va entraîner l'absorption ou le mouvement du potassium de l'extra vers l'intracellulaire et ça va provoquer l'hypocalémie. L'hypocalémie, ça va bien sûr déclencher cette paralysie. D'accord? Alors l'insuline, les bêta-adrénergiques, une forte stimulation de l'hématopoïèse et la paralysie périodique familiale, on oublie une chose. Non, insuline, bêta-adrénergique, et voilà. Normalement, on n'a pas oublié. D'accord? Ces quatre problèmes, ou là, ces quatre pathologies, elles peuvent expliquer d'une hypocalémie à travers, par quel mécanisme, par un transfert du potassium du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire. D'accord? J'espère que c'est clair. Hein? Tant que le cas est du milieu intracellulaire, pourquoi on aura une hypocalémie lors de transfert vers l'intracellulaire? Parce qu'il y a un transfert du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire, hein, à travers des pompes spéciales, d'accord? Ces pompes, d'accord, elle est stimulée par l'insuline, elle est stimulée par les molécules bêta-adrénergiques. Hein. La stimulation de ces pompes, elle va entraîner un mouvement du potassium du milieu du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire. C'est pratiquement c'est plusieurs millions de cellules qui font ça dans le même temps et ça va provoquer bien sûr une hypocalémie. D'accord? Les alcaloses pour le transfert. Les alcaloses pour le transfert. Vous n'arrivez pas à comprendre les alcaloses pour le transfert? Bon, maintenant on arrive à la sécrétion, voilà, la sortie du potassium. Alors, on a pu comprendre que le malade, il peut présenter une hypocalémie suite à un défaut d'apport. On a pu aussi comprendre comment le malade, il a pu présenter une hypocalémie suite à un transfert bien sûr, du milieu extra vers le milieu intracellulaire du potassium. Maintenant, on doit comprendre comment l'hypocalémie, elle est secondaire à un problème dans la sortie du potassium. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que 90% du sortie du potassium, elle se fait au niveau rénal. Et juste 5 à 10% au niveau digestif. D'accord? Alors, on commence toujours par le petit, d'accord? Par les 5 à 10%. Alors, on voit deux situations. On voit alors digestif. Les étiologies digestives. Les étiologies digestives, elle est majorée par diarrhée. D'accord? Les diarrhées aiguës et chroniques, hein,
ça peut provoquer une hypocalémie. Par quel mécanisme? C'est simple. Le liquide digestif, au niveau, bien sûr, au niveau du côlon, au niveau intestinal, il est riche en potassium. D'accord? Alors, toute diarrhée qui touche, la diarrhée en général, elle touche ce segment, alors elle va entraîner une perte du potassium et ça va provoquer, bien sûr, une hypocalémie. Très bien. Alors, les tumeurs veineuses, hein, ça peut provoquer une hypocalémie. Les festules digestives, hein, les festules digestives, ça peut provoquer aussi une hypocalémie. D'accord? Aussi, un malade sous laxatif, d'accord? Elle peut provoquer toujours une hypocalémie. Par quel mécanisme? Par perte de cette 5 à 10% du potassium qui se perd en général au niveau bien sûr, digestif. D'accord? Parce que l'élimination de cette 5 à 10%, elle se fait à ce niveau-là. D'accord? C'est par ce mécanisme. D'accord? Est-ce que c'est clair? C'est juste les diarrhées aiguës chroniques, les tumeurs vileuses, les fistules, aussi les maladies dilaxatives. D'accord? Est-ce que c'est clair? On a un gradient à respecter. Du coup, lors des situations, il y aura perturbation de celle-ci, celui-ci. On va répondre après sur votre question qui n'est pas claire. Alors, on a dit que une perte importante digestive, ça peut provoquer bien sûr une hypocalémie. Par quel mécanisme? C'est les diarrhées. Maintenant, les vomissements. Le vomissement, c'est un trouble digestif. Est-ce qu'il provoque une hypocalémie ou non? J'attends vos réponses. Mes amis, est-ce que le vomissement, il peut provoquer une hypocalémie ou non? J'attends vos réponses. Est-ce que le vomissement peut provoquer une hypocalémie ou non? C'est un trouble digestif. Est-ce qu'il a le droit de présenter une hypocalémie ou non? J'attends toujours vos réponses. Oui. Par quel mécanisme? Oui, 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 oui. C'est plusieurs oui. Est-ce que vous connaissez le mécanisme? Aussi oui. Très bien. Alors, on va essayer de comprendre, bien sûr, cette mécanisme. D'accord? Alors, le vomissement, bien sûr, c'est un problème. C'est un trouble digestif. D'accord? Par contre, le liquide gastrique, hein, le liquide gastrique, elle ne contient pas pratiquement une grande quantité du potassium. Hein. Alors, l'élimination du liquide gastrique ne provoque pas une perte de potassium. D'accord? Le liquide gastrique n'est pas riche. D'accord? Par contre, le liquide au niveau intestinal, oui. Hein, au niveau colique et tout, il est riche en potassium. Alors, l'élimination accrue de ce liquide, il va entraîner une hypocalémie. D'accord? Alors, par quel mécanisme? C'est simple. Alors, le vomissement, ça veut dire quoi? Le vomissement, ça veut dire une élimination, soit le vomissement, soit une aspiration longtemps par une sonde nasogastrique. D'accord? Les vomissements ou bien les aspirations pendant longtemps du contenu ou des sécrétions gastriques, ça va entraîner quoi? Ça va entraîner une perte des ions H+, ça va entraîner les acides qui se trouvent au niveau gastrique. Et en parallèle, ça va entraîner une perte du chlore. D'accord? Alors la perte des protons, le DH+, ça va provoquer quoi? C'est simple, ça va provoquer l'alcalose. D'accord? Ça va provoquer l'alcalose métabolique. D'accord? Et l'alcalose métabolique, qu'est-ce qu'on a dit? Hein? Que l'alcalose métabolique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va stimuler les reins. D'accord? Il va stimuler les reins bien sûr, à éliminer les HCO3- en excès. Se forme quoi? Se forme bicarbonate de potassium et se forme bicarbonate de sodium. Et on est sur le versant potassium. Alors, il se forme bicarbonate de potassium dans les urines. Hein, et ça va provoquer, bien sûr, une hypocalémie. D'accord? Est-ce que c'est clair? Excellent. Je pense que c'est clair. Alors, par contre, ici, dans cette situation, la différence entre cette situation et cette situation, les deux troubles digestifs
diarrhée et les vomissements, c'est que la caliurèse, on a oublié de dire une chose importante, que pour trouver l'étiologie, voilà, la cause de l'hypocalémie, il faut faire quelques examens complémentaires qui sont nécessaires. D'accord? L'illionogramme sanguin, bien sûr, pour découvrir cette hypocalémie. On doit faire l'osmolarité OC sanguin et urinaire. On doit demander aussi l'ionogramme urinaire, la natriurèse et surtout la kaliurèse. D'accord? Et on doit demander certains dosages hormonaux, cortisolémie, l'aldostéronémie, l'aldostéronurée, la réninimée et la réninurée. D'accord? Et la cortisoléurie aussi. D'accord? Ça, dans une seule situation, si mon hypocalémie elle est associée avec une HTR. D'accord? Et bien sûr, gaz du sang pour découvrir l'alcalose métabolique, l'acidose et l'histoire. D'accord? Excellent, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la différence entre la perte digestive colique et la perte digestive gastrique, vomissement et diarrhée, il y a une différence entre les deux. Si on y va, on trouve cette différence sur la kaliurèse. D'accord? Alors, la kaliurèse, qu'est-ce que ça veut dire la kaliurèse? Ça veut dire c'est la perte rénale veut dire c'est la concentration du potassium dans les urines. Veut dire la kaliurèse, à travers la kaliurèse, on peut savoir est-ce que le rein il élimine correctement le potassium ou non. Alors, j'ai des pertes au niveau digestif. D'accord? Veut dire c'est pas le rein qui est responsable de cette perte de potassium. Alors, qu'est-ce que je trouve? Je trouve une kaliurèse inférieure à 20. Pourquoi? Parce que le rein, il pense que le corps il nécessite du potassium, il ne va pas l'éliminer. D'accord? Alors, le calcium ou le potassium urinaire, ou la kaliurèse est inférieure à 20. D'accord? Si, dans la deuxième situation, dans la situation où on a des vomissements, la kaliurèse, elle est plus de 20. Pourquoi? Parce que le vomissement, il a entraîné une perte de protons, une perte de H+, il a entraîné alcalose, il a stimulé le rein. Écoutez bien, le rein a quoi? A éliminé le potassium. D'accord? Alors je trouve, parce que le rein, il élimine le potassium en excès, je trouve une kaliurèse plus de 20. D'accord? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? J'espère que oui. Alors, on passe maintenant. On a parlé d'une perte digestive, soit gastrique, soit colique, soit diarrhée, soit vomissement. C'est clair. Maintenant, les pertes du potassium, perte rénale. Alors, comment je peux savoir que les pertes du potassium sont des pertes rénales? Je trouve une kaliurèse plus de 20. D'accord? Si je trouve que la kaliurèse elle est inférieure à 20, ça veut dire quoi? Que les pertes sont digestives et sont pas gastriques. Ça veut dire c'est pas le vomissement, c'est juste diarrhée ou bien colique ou bien autre cause qui n'est pas rénale. D'accord? Qui n'est pas rénale et n'est pas se font vomissement qui ne sont pas des vomissements. D'accord? Excellent. Alors maintenant, j'ai une hypocalémie à 2, ou là à 2,5, plus une kaliurèse, d'accord, elle est plus de 20. Et je peux dire que j'ai une hypocalémie d'origine rénale. D'accord? Si je dois chercher un élément important, je dois voir ma tension, ou la tension artérielle de mon malade. Si la tension de mon malade, elle est élevée, veut dire le malade il présente une HTA, c'est important ça, d'accord? Je dois doser ce qu'on appelle la rénininimie, d'accord? Veut dire le dosage d'urinine au niveau sanguin, d'accord? Je dois le voir, d'accord? Est-ce qu'il est élevé ou bien il est bas, d'accord? Alors, j'ai une hypocalémie, concentrez bien avec moi, sinon vous allez se trouver perdu. Vous allez se trouver perdu, attention. Alors, j'ai une hypocalémie, kaliurèse élevée, mon malade il est en pic tensionnel, il a une HTA, j'ai dosé
La réninémie, elle est élevée. Ça veut dire quoi? Avant ça, on va parler du rénine, pour être plus correct. Le rénine, il est sécrété d'où, hein? J'ai oublié un mot très important, que l'élimination du potassium à travers le rein, ou l'élimination rénale du potassium, se fait à travers ce système, d'accord? Le système rénine-angiotensine, d'accord? Ce système rénine-angiotensine, c'est le système principal, d'accord, pour que le rein puisse éliminer le potassium. Encore une fois, à travers ce système, d'accord? Alors, on a dit que je dois doser la réninémie, ou bien le rénine au niveau sanguin. Tout d'abord, il se trouve où ce rénine? Le rénine, il est sécrété de l'appareil juxtaglomérulaire quand la perfusion rénale, elle est basse. Veut dire, le rein, il ne reçoit pas une quantité importante du sang. D'accord? Alors, parce qu'il ne reçoit pas la quantité habituelle du sang, il va bien sûr stimuler la sécrétion, bien sûr, il va stimuler la sécrétion du rénine de l'appareil juxtaglomérulaire. D'accord? Alors, ce rénine, hein, il va activer l'angiotensinogène qui est sécrété dans le foie, d'accord, ou là, qui est fabriqué dans le foie. Il va le convertir de l'angiotensinogène vers l'angiotensine 1, d'accord, et à travers ce qu'on appelle l'enzyme de conversion, hein, cette enzyme de conversion, il va convertir l'angiotensine 1 au l'angiotensine 2, d'accord. L'angiotensine 2 sur des récepteurs spécifiques, rénales, bien sûr, elle va entraîner quoi? Alors, au niveau du tube contourné, du tube collecteur, elle va entraîner la sécrétion d'ADH. Sécrétion d'ADH, elle va faire quoi? Elle va retenir l'eau. D'accord? Très bien. Et elle va aussi entraîner la sécrétion d'aldostérone. L'aldostérone, c'est les minéralocorticoïdes sécrétés par surrénal. D'accord? Excellent. L'aldostérone, il fait quoi? Il va entraîner une sécrétion de K+, veut dire une sécrétion du potassium, avec une rétention du sodium. D'accord? Aussi, l'angiotensine 1, qu'est-ce qu'il fait? Il va entraîner une vasoconstriction, d'accord? Il va entraîner une stimulation sympathique. Stimulation sympathique de quoi? Il va stimuler le centre de soif, d'accord? Pour que le patient, bien sûr, peut boire du lot, ou la demande de boire du lot. D'accord? Alors, pourquoi, bien sûr, il y a une sécrétion d'urénine et tout ça? Parce que je dis encore une fois que le rein, il ne se trouve pas la quantité nécessaire du sang. Il ne reçoit pas la quantité nécessaire du sang. Alors, qu'est-ce qu'il donne? Il va demander, bien sûr, encore du sang. Et pour qu'il y aura une bonne perfusion rénale, on doit bien sûr augmenter la tension artérielle et tout. Alors, l'activation de ce système, il va entraîner quoi? Il va entraîner une résorption de l'eau, veut dire une rétention de l'eau, veut dire une augmentation de la volémie. D'accord? Bien sûr, aussi une rétention du sodium et une élimination du potassium, et ça va donner une hypocalémie. Et une vasoconstriction, et tout ça, ça va entraîner une HTA. D'accord? Alors, vous avez compris maintenant? L'HTA, elle est venue d'où? Très bien. Alors, on revient maintenant à la réninémie. J'ai trouvé que la réninémie, elle est élevée. D'accord? J'ai oublié un mot qui est très, très, très important. On vient aussi ici. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? L'angiotensinogène stimule l'aldostérone. L'aldostérone, il va stimuler la rétention de l'eau, pression artérielle élevée. Par contre, la volémie, elle va freiner la sécrétion de la rénine. D'accord? Par un système qui s'appelle feedback. Hein? Le feedback veut dire le rétrocontrôle de la rénine. Elle va stimuler la diminution, elle va freiner la sécrétion du rénine de l'appareil juxtaglomérulaire. D'accord? Par contre, j'ai un problème. Mon malade, il a une sténose de l'artère rénale. D'accord? Mon malade, regardez bien, il a une sténose de l'artère rénale. Alors le rein, qu'est-ce qu'il pense? J'ai un obstacle ici. Le rein, il pense qu'il n'y a pas du sang suffisant. Alors qu'est-ce qu'il donne? Il stimule toujours la sécrétion du rénine, angiotensine, hypertension, rénine, angiotensine, malgré que la volémie, l'hypertension, elle essaye, ou la volémie, elle essaye de freiner la rénine, mais il n'arrive pas. Je veux dire, elle a réussi, bien sûr, la rénine, elle a réussi à augmenter les tensions artérielles, mais malheureusement, il n'a pas réussi
à bien répondre au rein. Veut dire, il n'a pas réussi à faire, comment dirais-je, à faire, comment dirais-je, le mot avec. Il n'est pas réussi à bien perfuser le rein. Pourquoi? Parce que j'ai une sténose de l'artère rénale. D'accord? Cette sténose, elle bloque la perfusion rénale. D'accord? Malgré que j'ai une pression artérielle élevée qui peut irriguer le rein suffisamment si j'ai pas cette sténose rénale, de l'artère rénale bien sûr. Est-ce que c'est clair? Est-ce que cette entité est claire? Oublie cette hypoperfusion, hein, d'accord? Ou bien c'est une hypoperfusion secondaire à une sténose de l'artère rénale, d'accord? Parce que ça c'est une autre chose, d'accord? Cette situation alors, ma réninémie elle est toujours élevée. Alors je peux déduire que j'ai un problème sur l'artère rénale, d'accord? Et cette pathologie s'appelle hyperaldostéronisme. Hyperaldostéronisme, secondaire à quoi? Hein? Cette hyperaldostéronisme, elle est secondaire à cette sténose. D'accord? Ou bien elle est secondaire à la stimulation de l'angiotensinogène, l'angiotensine 1 et 2 et tout. D'accord? Elle est secondaire à la sécrétion du rénine. Et pourquoi sécrétion toujours? Parce que j'ai une sténose en parallèle. D'accord? Est-ce que c'est clair, mes amis? Est-ce que cette situation est claire? Excellent. Alors, on parle maintenant de la deuxième situation, l'hypoperfusion rénale. Alors, si vous vous rappelez la dernière fois, on a parlé des malades qui présentent une insuffisance cardiaque. Les malades en insuffisance cardiaque, les malades cirrhotiques, malheureusement, les malades avec un syndrome néphrotique, cirrhotique et syndrome néphrotique, j'ai toujours une pression oncotique qu'elle est basse, d'accord? Et ça va entraîner quoi? Un transfert du lot, du milieu vasculaire jusqu'au l'interstitium, d'accord? Alors les vaisseaux, il est toujours vide. Donc, c'est deux situations, parce que la pression oncotique, elle est basse. Le vaisseau, il est toujours, comment dirais-je, vide, parce que le cœur, pas vraiment vide, mais la quantité, veut dire du volume ou du liquide au niveau vasculaire, elle n'est pas suffisante hein, pour irriguer bien les reins. Pourquoi? Parce que le cœur, il ne peut pas assurer un bon débit. Hein. Le corps, il est en insuffisance cardiaque, alors il ne peut pas assurer un bon débit. Hein, et parce que le rein, ils reçoivent pratiquement une fraction importante du débit cardiaque. Le corps, il ne peut pas assurer ce débit. Alors le rein, qu'est-ce qu'il pense? Il pense toujours qu'il y a un manque du sang, il y a toujours une hypotension, d'accord? Il y a toujours une hypoperfusion rénale. Alors ça va stimuler quoi? Ça va stimuler la sécrétion d'urinine. Ça va stimuler la sécrétion d'urinine, puis l'aldostérone 1, 2, stimulation, aldostérone, volémie. Mais malheureusement, il fait la rétention du sodium et du lot. Mais il n'arrive pas à bien perfuser le rein. Pourquoi? Parce que le problème n'est pas dans les vaisseaux ou le rein. Le problème, il est dans le cœur. Le cœur, il ne peut pas distribuer correctement cette quantité du sang. D'accord? Alors, il y a toujours une sécrétion. Par contre, dans cette situation, j'ai pas une HTA. Impossible, mon maladie de l'insuffisance cardiaque. Le milieu extracellulaire et surtout vasculaire, il est pratiquement vide. Hein? Alors, mon malade, il est toujours en hypotension. Alors, notre malade, il va se manifester par quoi? Là, il montre quoi comme signe clinique? Il va montrer les œdèmes périphériques. D'accord? Alors, mon malade, cardiopathe, insuffisance cardiaque droite, néphropathie, syndrome néphrotique, cirrhotique et tout. Alors, mon malade qui présente un œdème, je peux maintenant comprendre comment il a pu présenter une hypocalémie. D'accord? En dehors de l'azélix et du traitement. D'accord? Alors, c'est ça l'origine de ce mot hypoperfusion rénale. D'accord? Est-ce que c'est clair, mes amis? Est-ce que c'est clair pour qu'on puisse continuer? Dans cette situation, bien sûr, on voit un hyperaldostéronisme. C'est un hyperaldostéronisme qui est secondaire à la stimulation du rénine. D'accord? Ou bien cette maladie. Hein, d'accord? Et voilà. D'accord? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Très bien. On arrive maintenant à la deuxième situation. Quelle est la deuxième situation? Rénine. Le dosage du rénine, il est bas. D'accord? Alors, j'ai une hypocalémie. J'ai une
caliures plus de 20. J'ai une HTA. Et la deuxième situation, le dosage d'urinine, elle est bas. D'accord? Excellent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? L'urinine, il est bas, mon malade, il présente toujours une HTA. Ça, elle est secondaire à ce qu'on appelle une hyperaldostéronisme. Elle est où? Voilà. C'est ce qu'on appelle l'hyperaldostéronisme primaire. L'hyperaldostéronisme primaire, elle est secondaire à quoi? À des tumeurs cortico-surrénales, surtout l'adénome du con, et l'hyperplasie des glandes. Hyperplasie des glandes surrénales. D'accord? Alors, il y aura quoi? Un adénome du cône, adénome de cône, ou bien hyperplasie du glande surrénale. Ça va provoquer quoi? Ça va provoquer, bien sûr, une sécrétion d'aldostérone, juste d'aldostérone. C'est pas à travers ce système. La sécrétion d'aldostérone, c'est pas à travers ce système, non. Il y a une sécrétion propre de l'aldostérone, bien sûr, à partir de ces tumeurs, ou bien l'hyperplasie, ou bien l'adénome du cône. Alors, une sécrétion aldostérone, et ça s'appelle hyperaldostéronisme primaire. Ça va stimuler, bien sûr, l'ADH, rétention de l'eau. Rétention de l'eau, elle va augmenter la tension artérielle. Rétention du sodium, ça va donner aussi la pression artérielle. N'oublie pas aussi une élimination du potassium, mais ça va provoquer une hypocalémie. D'accord? Et cette volémie, elle est élevée. D'accord? Au moment où la malade présente une HTA, ça va freiner la rénine, bien sûr. Le rein, il va répondre, d'accord? Il va répondre par une diminution du dosage d'urinine. D'accord? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Je pense que oui. C'est très simple. Là, finalement, c'est pas quelque chose de bizarre. D'accord? Mais les choses vont se compliquer, mais pas beaucoup. D'accord? Ça s'appelle l'hyperaldostéronisme primaire. Je pense que c'est clair. Tumeur, qui entraîne, tumeur qui sécrète carrément l'aldostérone, rétention de l'eau et bien sûr du sodium. Et ça va provoquer l'HTA et l'augmentation du volémie. La volémie, par un effet feedback, elle va éliminer ou elle va bloquer la sécrétion d'urinine. Si pour cette raison, on trouve le dosage d'urinine bas. D'accord? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair ou non? Vas-y, mes amis, j'attends toujours. J'attends. Excellent. Très bien, je pense que c'est clair. On a fini avec ça, hein, d'accord? Alors, on arrive maintenant. Toujours, j'ai une hypocalémie, j'ai une caliurèse, plus de 20, j'ai une HTA. D'accord? La réninémie, elle est basse. Bon, on oublie la réninémie, d'accord? Pour le moment. La réninémie, elle est... ou la plutôt, avant de parler du réninémie, on parle de l'aldostérone. Parce que si on parle de l'aldostérone, si la réninémie, elle est basse, c'est un hyperaldostéronisme primaire. Si la réninémie, elle est basse, c'est une hyperaldostéronisme. Si elle est élevée, c'est une hyperaldostéronisme secondaire. D'accord? Si elle est élevée, c'est une secondaire. Si elle est basse, c'est une primaire. Regarde, hyperaldostéronisme. D'accord? Alors, j'ai une situation où j'ai une hypocalémie, une caliurèse plus de 20, une HTA. Par contre, j'ai pas une hyperaldostéronisme. J'ai aldostéronémie, elle est normale. D'accord? Ou bien basse. Veut dire sans hyperaldostéronisme. Sans hypocalémie. Une perte rénale avec HTA sans hyperaldostéronisme. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire deux situations. D'accord? La première situation, n'oublie pas que l'aldostérone, c'est quoi? C'est minéralocorticoïde. D'accord? Il est sécrété par surrénal. D'accord? Le cortisol, c'est quoi? C'est un corticostéroïde. Il est sécrété par quoi? Il est sécrété par surrénal aussi. Alors, les corticostéroïdes, ils ont quand même un effet minéralocorticoïde. D'accord? Comme l'aldostérone. Et ça va provoquer quoi? Ça va provoquer, bien sûr, l'hypocalémie, rétention de l'eau et tout. D'accord? Et là, un effet semblable il n'est pas important,
comme l'aldostérone, mais quand le dosage de cortisol il est important, bien sûr, ça va provoquer pratiquement des signes en parallèle, comme les signes d'hyperaldostéronisme. D'accord? Et on voit, dans quelle situation on voit une hypercortisolémie? On voit ça, bien sûr, dans le syndrome de Cushing. Alors, le syndrome de Cushing, d'accord, il va entraîner une sécrétion accrue du cortisol, et bien sûr, ça va provoquer une hypocalémie, rétention et tout. Rétention de l'eau, l'HTA et tout. D'accord? Est-ce que c'est clair? Veut dire, et ça s'appelle le syndrome parenté. D'accord? Veut dire, ishbahlo. D'accord? Alors, on a ce qu'on appelle réglise. Est-ce que vous connaissez la réglise? La réglise, c'est une plante, je pense, hein, c'est une plante dont c'est une plante qui a un goût un peu spécial, d'accord? J'ai vu dans les marchés qu'ils vendent je veux dire, euh, je sais pas, des bonbons à partir de ce réglise. Je pense que vous le connaissez. Effet aldostérone-like. Merci beaucoup pour le mot, d'accord? Merci beaucoup pour le mot. D'accord? Réglisse, je pense que vous le connaissez tous. Ils produisent des bonbons, je sais pas, des boissons hein, à partir de cette plante, d'accord? Qui s'appelle réglisse. Alors, réglisse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle inhibe un enzyme. Elle inhibe certains enzymes, d'accord? Et l'inhibition de certains enzymes, elle va provoquer, bien sûr, une hypocalémie, une HTA, un tableau semblable, bien sûr, un tableau semblable à ça, comme si un syndrome de Cushing. D'accord? C'est-à-dire le même tableau. D'accord? Mais elle est secondaire à la consommation du réglisse. Une hypocalémie, calories élevées, HTA et tout. D'accord? Bon, quand on parle de la consommation excessive. Hein, on ne parle pas des consommations occasionnelles et des petites quantités. D'accord? Alors, on n'a pas fini. On a parlé de l'hyperaldostéronisme primaire, hyperaldostéronisme secondaire et la minéralocorticisme élevé, d'accord, sans hyperaldostéronisme. Et on n'oublie pas le syndrome de Liddle. Syndrome de Liddle. Le syndrome de Liddle, c'est quoi? Finalement, il s'appelle un pseudo hyperaldostéronisme. Merci pour le mot. Syndrome de Liddle s'appelle pseudo-hyperaldostéronisme. Pourquoi il s'appelle comme ça? Parce que le tableau clinique, il est pratiquement la même chose avec l'hyperaldostéronisme. D'accord? On voit de l'HT1, on voit une HTA secondaire à quoi? Secondaire à une rétention de l'eau et du sodium. Par contre, l'aldostérone, elle est basse. La réninémie, elle est basse. Alors l'effet ce qui se voit dans ce syndrome de Liddle, c'est pratiquement le tableau clinique, il est pratiquement comme celle de l'hyperaldostéronisme. Par contre, j'ai pas une hyperaldostéronisme et j'ai pas une réninémie élevée. Les deux sont, bien sûr, la concentration elle est basse. Alors, ça, elle est secondaire à quoi? Ou bien c'est quoi ce syndrome? C'est quoi ce syndrome de Liddle? Syndrome de Liddle, il y a un défaut, d'accord, d'activité, d'accord, intrinsèque des canaux sodiques épithéliales du canal collecteur. Il y a un problème local dans le canal collecteur. Il fait un travail comme s'il est stimulé par l'aldostérone. D'accord? Ces récepteurs, parce qu'il y a une atteinte, il y a une atteinte intrinsèque de ces canaux, elle entraîne une rétention de l'eau et du sodium, d'accord? Une élimination du potassium, comme si elle est stimulée par l'aldostérone. Alors la réalité, elle n'est pas stimulée par l'aldostérone. D'accord? C'est un problème propre de ces canaux. Et ça s'appelle syndrome de Liddle. Et cette défaillance, elle est secondaire, bien sûr, à un problème génétique. D'accord? Est-ce que c'est clair? Et mes amis, est-ce que c'est clair? Je sais que c'est un peu barbant, mais est-ce que c'est clair? J'espère que oui. Bon, on a parlé de l'hypocalémie. D'accord. Alors, on a parlé de l'hypocalémie. D'accord.
Caliurèse, elle est élevée, alors les pertes sont rénales. J'ai une HTA en parallèle, alors je dois voir si la réninémie, elle est élevée ou elle est basse. Ça s'appelle hyperaldostéronisme secondaire. Si j'ai une HTA toujours et j'ai pas... j'ai perdu le fil. J'ai perdu le fil. Ah, j'ai perdu le fil. Malheureusement, j'ai perdu le fil. Voilà, elle est augmente, soit ça s'appelle l'hyperaldostéronisme primaire et non, secondaire. Ici, j'ai la réninémie, elle est basse. Bon, selon les étiologies, ça s'appelle hyperaldostéronisme primaire, d'accord? J'ai les minéralocorticismes ou bien l'effet aldostérone-like, qui ou bien le syndrome de Lidl, d'accord? Ces quatre situations, elle est associée avec l'HTA, d'accord? Est-ce que c'est clair? Très bien. Maintenant, si j'ai pas une HTA, si j'ai une hypocalémie, hein, plus caliurèse, plus de vin veut dire le problème, il est rénal. La perte, c'est une perte rénale. Et en parallèle, ma tension artérielle, elle est normale, voire basse. Qu'est-ce que ça veut dire? Je dois voir, pas le rénine, cortisol, je sais pas. Non, je dois faire une gaz du sang. D'accord? Je dois faire une gaz du sang pour voir. D'accord? Est-ce que j'ai une acidose? Ou bien j'ai une alcalose. Alors, si j'ai une acidose, bien sûr, métabolique, ça veut dire quoi? Quelles sont les étiologies qui montrent une acidose métabolique associée avec une tension artérielle basse, une hypocalémie, caliorèse élevée? C'est dans quelle situation? C'est dans la situation d'acidocétose diabétique. D'accord? La deuxième situation, c'est l'acidose tubulaire rénale. Donc, l'acidose tubulaire rénale, c'est quoi? C'est une maladie qui touche. C'est une maladie qui touche les tubules, d'accord? Soit proximale, soit distale. On a l'acidose tubulaire distale et l'acidose tubulaire proximale. C'est un problème, c'est une maladie qui touche les tubules, d'accord? Les tubules soit proximales, soit distales, d'accord? Le segment tubulaire proximal ou distal du nephron. D'accord? Et qui se manifestait par quoi? Par une rétention du H+, hein, d'accord? Et un défaut, bien sûr, de sécrétion de HCO3-, veut dire du bicarbonate. D'accord? C'est pour cette raison on constate une acidose métabolique. D'accord? Et ça, dans le cadre de ce qu'on appelle l'acidose tubulaire rénale. D'accord? Et tout ça peut expliquer une hypocalémie avec une tension artérielle normale, voire basse, avec une perte, bien sûr, rénale. D'accord? Excellent. Alors, la première situation, c'est l'acidose métabolique. La deuxième situation, j'ai une hypocalémie, caliurèse plus, toujours rénale, tension artérielle, elle est basse ou bien normale. Par contre, cette fois, j'ai une alcalose métabolique. On a oublié une chose ici, la première situation. J'ai une hypocalémie, caliurèse élevée, tension artérielle normale. Je dois voir est-ce que mon malade il a une acidose ou il y a une alcalose. Il a une acidose. Je vois s'il est diabétique ou s'il fait une acidocétose diabétique. Je peux comprendre maintenant l'hypocalémie. S'il a une maladie qui s'appelle acidose tubulaire rénale, je peux comprendre aussi l'origine de cette hypocalémie. D'accord? J'ai une autre étiologie ici. C'est ce qu'on appelle le vide d'obstacle. Le levier d'obstacle, un malade qui présente par exemple une insuffisance rénale obstructive, secondaire à une tumeur vésicale ou une tumeur, je ne sais pas, il veut dire, mon malade, il a fait une hydronéphrose et tout. Il a fait une insuffisance rénale obstructive. Après, que le chirurgien urologue peut enlever l'obstacle, il y a bien sûr une reprise de DURS. La reprise de DURS, elle se manifestait le malade il ne reprit pas la DURS d'une manière normale, non. Par contre, il va reprendre la DURS d'une manière catastrophique, veut dire une polyurie, d'accord? Une polyurie qui est secondaire à lever d'obstacle. Cette polyurie, elle est associée avec une hypocalémie, hyponatrémie, hypophosphorémie, hypocalcémie, pratiquement une perte. Et perte du bicarbonate, hein, et c'est ça l'origine de l'acidose, d'accord? Une perte.
importante, surtout dans les premières 48 heures, alors ça peut expliquer bien sûr une hypocalémie avec acidose. D'accord? Et aussi, dans les glomérulonéphrite, hein, les nécroses tubulaires guéries. D'accord? Veut dire une guérison d'une insuffisance rénale fonctionnelle, des fois, elle est suivie d'une polyurie importante. Veut dire, cette polyurie importante, elle va entraîner bien sûr une perte accrue du potassium et bien sûr du bicarbonate et ça va donner l'hypocalémie. D'accord? Excellent. Ou bien on peut comprendre maintenant pourquoi le malade il fait une hypocalémie. Une guérison d'une NTA, veut dire une nécrose tubulaire aiguë, ou bien un levé d'obstacle, plus l'acidose diabétique, plus l'acidose tubulaire rénale. D'accord? Excellent. Alors, la deuxième situation, on a dit j'ai une hypocalémie, calories élevée, j'ai pas une HTA, j'ai une tension artérielle normale voire basse, j'ai pas une acidose, j'ai une alcalose métabolique. Si j'ai une alcalose métabolique, je dois aussi maintenant voir la chlorhydrurée. Veut dire le chlore au niveau urinaire. C'est quoi l'intérêt de ça? On va le voir. Si la chlorhydrurée, d'accord? Si la chlorhydrure, elle est inférieure à 10, soit elle est inférieure à 10, soit elle est plus de 20, d'accord? Si la chlorhydrurée, veut dire le perte rénale du chlore, elle est inférieure à 10, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai une hypochlorémie du base, d'accord? C'est pour cette raison que le rein, il a répondu d'une manière correcte, il a pu retenir le chlore. Il retient le chlore. D'accord? C'est pour ça que la chlorhydrurée, elle est inférieure à 10. C'est-à-dire les urines ne sont pas riches en chlore. D'accord? Et j'ai une perte en chlore qui est extra-rénale. Elle est expliquée par quoi? Elle est expliquée par les vomissements. D'accord? Alors, vomissement, alcalose métabolique. D'accord? Hypocalémie et une tension artérielle normale. Pourquoi est basse, des fois basse? Parce que c'est une perte hydrique et ça va, le malade il peut tomber dans la déshydratation. D'accord? Ou bien mycoviscidose, ou bien diarrhée à chlore. D'accord? Maintenant, si la chlorhydrurée, elle est plus de 20, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le malade, ou c'est le rein qui est en train de perdre le chlore. D'accord? C'est pour cette raison qu'on est dans l'hypochlorémie. Et malgré ça, le rein est continué à perdre du chlore. Alors, on voit une hyperchloréurie. Quelles sont les causes? Les causes, les chefs de ces causes, c'est les diurétiques. D'accord? Les diurétiques de l'once et les diurétiques thiazidiques. D'accord? Si on voit maintenant les diurétiques de l'once et les diurétiques thiazidiques. Voilà les diurétiques de l'once. Hein? Ils exercent ou fonction, les récepteurs de ces diurétiques de l'once, c'est au niveau des bronches larges ascendantes de l'once de Nili. D'accord? Alors, il va entraîner une élimination du potassium. Veut dire, on a dit qu'il y a une 60 à 65% du potassium réabsorbé à ce niveau-là. Les diurétiques de l'once, elles bloquent cette réabsorption. Alors les urines vont être riches en potassium et bien sûr, il y aura une élimination du potassium. Les thiazidiques aussi, hein, au niveau du tube distal, et l'exersanifée. L'exersanifée similable veut dire une excrétion du potassium. Et aussi, n'oubliez pas, les inhibiteurs de l'aldostérone, d'accord? Les inhibiteurs, les antagonistes, hein, les antagonistes de l'aldostérone ou l'inhibiteur bien sûr, elle bloque la fonction de l'aldostérone au niveau collecteur. Alors, il n'y aura pas une rétention d'eau et il n'y aura pas, bien sûr, il n'y aura pas une rétention du potassium. Il y aura une élimination du potassium et une élimination de l'eau. Par contre, l'élimination du potassium n'est pas importante parce qu'on a dit que juste 5 à 10%. D'accord? Plutôt 5%. Hein. C'est juste 5% au niveau collecteur, au niveau du tube collecteur. Alors, perdre juste 5%, ça sera très tolérable pour un malade qui présente un cardiaque qui nécessite des diurétiques et qui nécessite toujours une calémie normale. Alors, on doit utiliser voilà, les inhibiteurs, ces inhibiteurs améliorés de bien le spironolactone.
D'accord? Par contre, les diurétiques de l'anse thiazidique dans cette situation, chez les cardiaques, d'accord? Chez les cardiaques, voilà, chez les cardiaques, ont besoin toujours à une perte hydrique importante. Alors, mais en parallèle, il y aura une perte du potassium et ça va aggraver la situation par les diurétiques de l'anse ou bien les diurétiques thiazidiques. On voit ici, très bien, excellent. Alors, mon malade, il a une alcalose métabolique, chlorhydrurée, elle est plus de 20. Alors, c'est les diurétiques. Hein. C'est les diurétiques de l'anse et thiazidique, pas les inhibiteurs comme spironolactone et l'amyloride. Très bien. Alors, pas que les diurétiques qui font ça, d'accord? Le gentamicine, les aminosides, hein. Les aminosides, ils entraînent une toxicité, ou bien la toxicité des aminosides. Hein, les toxicités des aminosides, elles entraînent une tubulopathie, hein, une tubulopathie toxique. Cette tubulopathie toxique, elle est manifestée par une perte du potassium, une perte du chlore. D'accord? Aussi, deux maladies qui s'appellent Bartter et Gentleman. Ce sont des maladies génétiques. Hein, c'est un défaut, du gène qui code pour les canaux aquatiques, chlorure, sodium, je ne sais pas le détail exact. Et ça va manifester par quoi? Ça va manifester par une hypomagnésémie, voilà, une hypocalémie, une alcalose métabolique. D'accord? Est-ce que c'est clair? Et bien sûr, une hypomagnésémie, bien sûr, qu'on peut l'avoir dans ces deux situations. La seule différence entre Barter et Gentleman, pratiquement c'est la même chose, HTA, non, pas HTA, hein, on a dit qu'une tension artérielle, des fois elle est basse. La hypomagnésémie, hyperchlorurée et une hypochlorémie, bien sûr, c'est la calciurée. La calciurée, je pense, elle est élevée pour Gentleman et elle est basse pour Barter. D'accord? C'est des maladies génétiques pures. D'accord? Excellent. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Bon, finalement, l'hypocalémie, c'était pas du tout facile. Hein? Est-ce que vous avez pensé à un moment donné que l'hypocalémie, elle est difficile comme ça? Moi, personnellement, à aucun moment, j'ai pas pensé à ça. Jusqu'au que préparer ce titre. Alors, j'ai à côté, ici, j'ai un petit algorithme. D'accord? Malheureusement, j'espère qu'il est visible. Hein? Est-ce qu'il est visible? J'espère que oui. Alors, j'ai une hypocalémie inférieure à 3,5. D'accord? Je peux savoir la cause, ou là je veux savoir la cause, l'étiologie. Alors je cherche bien sûr les transferts du milieu extra vers l'intra et ça s'appelle la redistribution. Est-ce que mon malade est sous insuline? Est-ce qu'il y a une stimulation de sécrétion bêta-adrénergique, soit endogène, soit exogène? Est-ce que mon malade il a une alcalose? Hein? Alcalose par quoi? Par vomissement, d'accord? Est-ce qu'il y a une régénération rapide des cellules par les facteurs de croissance, d'accord? Veut dire une hématopoïèse, une forte stimulation de l'hématopoïèse. Est-ce que j'ai eu une paralysie familiale? D'accord? Ce sont des maladies qui peuvent expliquer l'hypocalémie par transfert, par redistribution. D'accord? Excellent. Alors, j'ai une hypocalémie, j'ai pas ça. D'accord? Veut dire, je vois le compartiment rénal, comment il se comporte avec le potassium, veut dire la kaliurèse. D'accord? Alors, si la kaliurèse, elle est élevée, d'accord? Elle est plus de 20 par 24 heures de jour, je dois voir la tension artérielle. Est-ce qu'elle est élevée ou elle est basse? Si la tension, elle est élevée, d'accord? Je dois voir systématiquement la rénine. Si la rénine, on commence par ça. Si la rénine, elle est haute, ça veut dire quoi? Ça veut dire un infarctus rénal segmentaire, tumeur à rénine, HTA maligne, ou bien sûr, HTA rénovasculaire, ou bien sténose de l'artère, bien sûr, rénale qui peut expliquer ça. Ou bien c'est l'hyperaldostéronisme secondaire. D'accord? Alors, c'est la deuxième situation, c'est la rénine, elle est basse. D'accord? Et ça s'appelle l'hyperaldostéronisme secondaire. Alors, l'hyperaldostéronisme élevé, réglise, voilà, on peut voir ça chez les malades qui consomment du réglise, hein, chez les malades qui présentent une maladie qui s'appelle syndrome de Lidl, d'accord? Et bien sûr, chez les malades qui présentent un adénome de... Adénome? C'est quoi l'adénome? Non, c'est pas l'adénome. Ça c'est autre, c'est autre chose. D'accord? Est-ce que c'est clair? Très bien. La troisième situation, c'est la réninémie. Elle est variable. On pense à Cushing. D'accord? Une minéralocorticoïde, minéralocorticisme, elle est élevée. D'accord? Est-ce
Est-ce que c'est clair? Pour syndrome de Liddle, pourquoi elle est là? Parce que j'ai une HTA, l'aldostérone elle est basse, c'est clair, hein? Regarde, l'aldostérone elle est basse, la rénine elle est basse, d'accord? Par contre, j'ai une HTA, et on a déjà expliqué ça, d'accord? Excellent. Alors si je vois maintenant la tension artérielle, est-ce que la tension artérielle elle est normale ou basse? Si je dois voir, est-ce que j'ai une acidose ou bien alcalose? Si j'ai une acidose, je pense à l'acidocétose diabétique, à l'alcalose tubulaire, hein, rénale, ou bien rétention هذوك اللي هضرنا عليهم avant. L'alcalose métabolique, je dois voir la chlorhydrurée. Si elle est inférieure à 10, hein, veut dire c'est une perte extra-rénale du chlore, à travers les vomissements, les diarrhées à chlore et les mycoviscidoses. D'accord? Si la chlorhydrée, elle est plus de 20, veut dire les pertes sont rénales. Secondaire à l'utilisation du diurétique de l'anse et thiazidique, la maladie de Berther et de Gentleman, l'hypomagnésémie, toxique du branche large, surtout par les aminosides, et la déplétion potassique majeure. D'accord? Excellent. Maintenant, j'ai une hypocalémie, pas de distribution, le compartiment rénal, il garde bien sûr le potassium, veut dire il se comporte bien avec le potassium, il n'élimine pas le potassium. Ça veut dire que les pertes sont extra-rénales. Quand on dit extra-rénal, soit un défaut d'apport, soit un diarrhée laxative, soit les tumeurs villeuses, soit les fistules digestives, soit les persudations majeures, ou bien perte rénale antérieure sud-diurétique. D'accord? Est-ce que c'est clair? Bon, on va partager ça après, d'accord, pour mieux comprendre la situation. Maintenant, le traitement. La partie la plus importante, bon, finalement, ce n'est pas la partie la plus importante dans la prise en charge de l'hypocalémie. Bon, l'hypocalémie, parce qu'elle est grave et tout, on doit les traiter de manière correcte. On ne doit pas jouer avec le potassium. D'accord? Alors, mon traitement de l'hypocalémie, elle dépend. Le traitement de l'hypocalémie, elle est toujours étiologique. C'est la règle de base. Hein? Elle est toujours étiologique. Par contre, des fois, on a une hypocalémie symptomatique. Symptomatique, j'ai une hypocalémie symptomatique, je dois traiter aussi l'hypocalémie symptomatique, hein, en attendant bien sûr de trouver l'étiologie. D'accord? Parce que des fois, il est très rapide. J'ai une hypocalémie avec des signes électriques. Je peux raisonner pour trouver à peu près l'étiologie, mais des fois, on n'a pas le temps pour demander, surtout chez nous, demander l'ionogramme urinaire et le gaz du sang et tout. Des fois, c'est difficile. Alors, on doit traiter rapidement le malade, sinon il va mourir par un trouble du rythme. D'accord? Alors, si j'ai tout d'abord, la calémie, est-ce que je dois voir le degré de la sévérité de cette hypocalémie? Est-ce que c'est une hypocalémie sévère, modérée ou bien légère? D'accord? Si l'hypocalémie, elle est légère ou bien modérée, veut dire plus de 3. C'est entre légère et modérée. Plus de 2,6. C'est une modérée et légère. Et non symptomatique. Veut dire, il n'y a pas de symptômes, ni cardiaques, il n'y a pas de trouble du rythme, il n'y a pas des symptômes musculaires et tout. Ici, je peux traiter mon hypocalémie par un apport, par un apport du potassium sous forme sirop. On a ici chez nous en Algérie, on a le Caligan, d'accord? Le Caligan, c'est un sirop riche en potassium. On le donne chez le malade 2 cuillères 3 fois par jour en fonction bien sûr de la calémie. Ça, chez les malades qui présentent une hypocalémie non symptomatique, d'accord, j'insiste sur ça, non symptomatique. Ou bien, et plus de 2,6. Ça veut dire, si j'ai une hypocalémie à 2,6, je dois traiter avec une autre manière. J'attends pas le symptôme. Ou bien, j'ai une hypocalémie à une hypocalémie entre 2,6, hein, modérée. Par contre, elle est symptomatique. Elle est symptomatique avec surtout les troubles de rythme. Ici, je dois traiter rapidement cette hypocalémie. D'accord? Et quand on parle du symptomatique, et symptomatique grave, on parle toujours du trouble du rythme. D'accord? Alors, si j'ai une hypocalémie inférieure à 2,6 ou bien une hypocalémie plus de 2,6, il est symptomatique. D'accord? Symptomatique par un trouble de rythme. D'accord? Quand on dit trouble de rythme, on a parlé de ça. L'onde U, sous-décalage, PR élevé et tout. D'accord? Alors, qu'est-ce que je dois voir ici? Je dois faire une bonne voie périphérique, voir une voie centrale.
de préférence une voie centrale, sinon une grosse, d'accord, un grand cathé, ou là, un grand cathé, d'accord. Pourquoi? Parce que le potassium, il est toxique. Il est toxique pour les reins, pour les veines, il est très vénotoxique. Alors, de préférence, on doit l'utiliser par soit le cathéter veineux central. Pour une voie veineuse de gros calibre, pas une voie périphérique, on n'est pas beaucoup, on n'est pas beaucoup pour ça, hein, d'accord? Pourquoi? Parce que, comme j'ai déjà dit, que le potassium, il est vénotoxique. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois perfuser 1 gramme, d'accord, du potassium par heure à la seringue électrique pendant 4 heures. Ça veut dire, j'utilise 4 grammes du potassium, d'accord, à travers dans une seringue électrique, je fais la passer en 4 heures. Je dois respecter 1 gramme du potassium par heure. Je dois passer uniquement 1 gramme par heure. Je ne peux pas perfuser plus de 1 gramme par heure. D'accord? Bien sûr, par une voie centrale de préférence. Et bien sûr, je fais l'ionogramme de contrôle après pour voir, bien sûr, la correction de cette hypocalémie. Je dois toujours aussi traiter les malades d'une manière préventive. Hein, un malade qui est sous diurétique de l'anse, je dois bien sûr utiliser du potassium parce que je sais bien qu'il va tomber dans l'hypocalémie. Alors, aussi pour les malades qui présentent des pathologies digestives et tout, qui sont toujours en hypocalémie, je dois bien sûr utiliser un traitement préventif, bien sûr, après la correction pour ne pas retomber dans l'hypocalémie. Alors, la règle de base devant une hypocalémie inférieure à 2,6 ou bien, parce qu'en général, inférieure à 2,6, elle est toujours symptomatique, surtout sur un tracé de CG, ou bien plus de 2,6 avec un trouble, et aussi elle est symptomatique, surtout sur le plan électrique. Ici, je dois traiter d'une manière rapide. Hein. Quand on dit rapide, pas 1 gramme, on y va, jamais, jamais du potassium, on y va, jamais, hein, jamais et jamais, on y va direct. Pas du potassium, on y va direct, jamais. Attention, ça veut dire le décès, d'accord? Si vous injectez 1 gramme du potassium en IV direct, votre malade il va mourir. D'accord? Alors attention, ne jouez jamais avec le potassium. Alors, si vous voulez par exemple corriger cette hypocalémie par l'utilisation d'hyperfusion, vous avez le droit par exemple de mettre 2 grammes de KCl dans 506 c du sérum salé ou bien du glucosé, d'accord? Et la perfuser pendant plus de 12 heures. L'essentiel, respecter 1 gramme par heure ou plus. 1 gramme par heure ou plus. Pas jamais perfuser 1 gramme du potassium dans une durée inférieure à 1 heure. D'accord? J'espère que c'est clair. J'espère bien que c'est clair. Et le plus important de ce TD aujourd'hui, c'est de savoir que le potassium est dangereux. On ne doit jamais jouer avec lui. D'accord? Par contre, on doit le connaître par cœur. D'accord? Si on connaît bien le potassium, on peut jouer avec lui normalement et sans problème. D'accord? Comme nous, le réanimateur, on connaît bien le potassium, il est venu d'où, il s'est sécrété où, par quel mécanisme, il fait quoi, je dois faire quoi. Alors dans cette situation, et je peux bien sûr, dans cette situation, je veux dire, là, ici, on peut travailler correctement avec le potassium. Alors j'espère que c'est clair. Attention encore une fois, de l'hypocalémie chez les cardiopathes. Hein. Des fois, chez les cardiopathes, SIAPA et tout, et les cardiopathies ischémiques, on doit toujours garder une calémie à 4, hein, d'accord? Parce qu'une calémie un peu basse, hein, ça peut générer des troubles de rythme. Homa déjà, ils ont les troubles de rythme et ça va aggraver la situation. D'accord? Alors, j'espère que c'est clair. Et comme ça, à la prochaine, Inch'Allah, on va traiter l'hypercalémie. Bon courage.